C'est vendredi soir, il est 19h, c'est l'heure du grand talk show des experts automoto depuis le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza. Je vous parle de l'arrobase, bien sûr. Merci à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour leur accueil, un mardi sur deux, pour l'enregistrement de nos deux émissions diffusées chaque vendredi soir à 19h. Et oui, nous sommes en prime time sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Merci à SPD Martinique, merci à gtmag.fr, merci à Label Web qui s'associe à moi pour souhaiter un bon dîner-spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours à l'arrobase dans le légendaire rond-point Batelière. Nous parlerons ce soir automoto comme chaque vendredi, à l'exception de JM, en déplacement encore une fois professionnel et qui nous laisse aux commandes de cette belle émission. Alors, nous allons voir plusieurs thématiques diverses et variées. Nous aborderons dans un premier temps le reconditionnement des turbos de véhicules. On va voir un petit peu comment ça se passe de poser un turbo reconditionné. Yona nous parlera également des conséquences des exactions d'octobre dernier sur le secteur automobile martiniquais. Nous verrons avec Jimmy comment vérifier l'historique de son véhicule avant achat. Éric Rouget nous parlera ensuite de vélo et de voitures électriques. Quel choix adapter? Et pour finir, nous verrons avec Nicolas Aron l'évolution de la dépendance de la France sur les constructeurs chinois côté batterie lithium. Et avant de commencer ces rubriques, nous allons revenir sur une question qui fâche, que nous n'avons pas pu réellement traiter la dernière fois et qui faisait pas mal débat. Ouais. Donc je vais laisser Jimmy répéter cette question qui fâche et nous allons en discuter ensemble. Est-ce que tout vous semble OK pour vous? Yeah. Yes. Allez, c'est parti. Alors Jimmy, on t'écoute. La question de la semaine dernière, la question qui fâche de la semaine dernière était celle-ci, ou plutôt l'affirmation, on va dire, le plaisir automobile était mieux avant toutes ces aides à la conduite. Alors, pas d'accord. Alors, je t'écoute, Jimmy. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, on va vraiment recentrer le débat. On parle vraiment du plaisir de conduire et d'aide à la conduite. Donc, on ne va pas parler d'accidentologie, on ne va pas parler de chiffres, de mortalité, de code de la route. On va vraiment parler de pur plaisir automobile. Moi, je vais même vous emmener sur un circuit pour parler de ça. Je vais vous parler de mon expérience. Comme vous savez, j'ai fait un peu de compétition et en métropole, j'allais un peu sur tous les circuits. Et donc, je suis invité par BMW à faire des essais BMW. Et on va au circuit d'Alès sur lequel je n'avais jamais roulé. Donc, pour être à peu près sage, je prends tout d'abord 2 motos qui n'ont pas du tout d'électronique, donc des petits modèles de chez BMW, avant d'attaquer le S1000RR, la fameuse moto qui est championne du monde de Superbike, qui fait 220 chevaux. Ouais. Et donc là, je commence à rouler avec un véhicule qui a de l'électronique. Donc je roule, et je commence à changer un petit peu le mode des assistantes. Et devant moi passe une moto, je dis « Ah, lui, il va très vite, il arrive en glisse dans les virages, il sort en glisse. » Je dis « Il doit être pas mauvais, je vais essayer de le suivre. » Donc je commence à faire 2 tours derrière lui comme ça, là, avec l'électronique. Donc dans les virages, la moto qui glisse, mais ça rattrape sur l'angle la moto qui lève en sortie de virage. Donc je croyais un petit peu que j'étais champion du monde. Ma moto était en travers avec la roue avant levée et la roue de travers devant. Donc je dis c'est un vrai champion du monde. Et je fais 2 tours derrière le gars qui est devant moi, à 100 mètres derrière lui. Je ne bouge pas d'un iota. Et en fait, quand je sors de la série, le gars qui était devant moi, c'était Adrien Morias, qui a été champion du monde d'endurance. Donc avec l'électronique, j'arrivais à suivre quelqu'un qui avait un niveau bien supérieur que moi en pilotage. Mais c'était pas moi. C'était l'électronique de la moto qui me permettait ça. Donc c'était pas mon pilotage. Je forçais le pilotage exprès. J'arrivais dans un virage où normalement on n'accélère pas à l'entrée du virage, on est d'accord, même en voiture. Donc là, j'accélérais exprès pour voir la réaction de l'électronique, ce qui est un peu contre nature. Et c'est la moto qui faisait tout. Eric. Alors, avant que tu rebondisses, Nicolas, la question c'est, est-ce que tu as pris du plaisir? Ah non, moi j'ai pris du plaisir à piloter les motos sans électronique en fait, parce que c'est là où moi, j'exprimais ma maîtrise de l'engin et savoir quand moi j'accélère, quand moi je fais glisser la moto, là c'était pas moi.
Donc ça m'échappait, ce plaisir-là m'échappait. Même si mes performances étaient bien au-delà de mes capacités, le plaisir m'échappait. Intéressant. Nicolas. Eric, je suis très fâché, tu vois. Là, je me retiens parce qu'il y a nos auditeurs, il faut pas, tu vois, il faut que je On a du maîtrise mes public mots. aussi ce soir. Que tout le monde reste à sa place, que tout le monde reste calme. Voilà. Je comprends parfaitement ce que tu dis, mais en fait, je crois que c'est plutôt ton positionnement qui va me poser problème dans le sens où tout le monde n'est pas amoureux de la vitesse et tout le monde n'est pas sportif, tu vois, amoureux de sport auto. C'est ça, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je replaçais sur un circuit quand même. Voilà. C'est la différence. Et il faut garder, je pense, en tête qu'il y a la ménagère de moins de 50 ans, la fameuse, donc qui représente, je pense, quand même une majorité des automobilistes, qui prend son véhicule pour faire des courses, pour amener ses enfants à l'école, pour usage quotidien. Voilà, le côté pratique et pas le côté sportif. Autant pour le côté sportif, je te rejoins. Effectivement, il y a moins de plaisir puisque finalement la voiture fait toute la place, voilà. Mais au quotidien, je te rejoins, Nico. Je te rejoins. Au quotidien. Je pense que l'automobile, c'est mieux aujourd'hui en ce sens. Voilà. J'avoue que ça fait une certaine sérénité, du bien de toute façon. de ne pas se prendre la tête. Et donc, forcément, ça entraîne cette notion de plaisir. Voilà. Je me rappelle, la semaine dernière, j'avais fait allusion à ça, au démarrage en côte. Bon, voilà. Tu ne sais pas faire un démarrage en côte ? Si, mais il est fâché avec moi. Donc, du coup, j'aime bien avoir un petit assistant. Mais là, on ne parle pas de plaisir, on parle de facilité de conduite. Voilà, c'est une facilité. facilité. Oui, c'est une forme de plaisir. Ça m'amène du plaisir, voilà. De réussir le fait de ne pas caler, le fait de ne pas mais caler, totalement. Chacun ses plaisirs. Oui, parce que l'électronique te rend la manœuvre plus facile. Mais voilà. effectivement, nous, par exemple, pour parler, enfin, j'ai déjà eu affaire à des automobilistes comme ceux-là qui sont complètement désarçonnés, décontenancés parce que leur système d'aide au démarrage en côte est défaillant et qu'ils n'arrivent plus à repartir alors que le véhicule est en côte. C'est peut-être même une côte minuscule. Donc tu es en train de dire qu'ils perdent leur plaisir ? Ah ben oui, totalement. Ah ben oui, donc ils prennent plaisir grâce aux aides à la conduite. Yona adore l'aide au stationnement d'ailleurs, pour faire les créneaux. Non. On dénonce ce soir. Pas du tout. Je suis très forte en bataille. Tout ce qui est caméra 360, etc., qui aide effectivement au stationnement, ça reste toujours utile. Mais où est le plaisir ? L'utilité, c'est pas le plaisir. Il y a une grosse différence. L'utilité, c'est pas le plaisir. Tu as toutes ces aides qui vont t'aider effectivement, mais le vrai plaisir, c'est de pouvoir faire de pouvoir se garer en marche arrière sans aucun... Jimmy, c'est un chasseur, vous voyez. Sans aucun capteur de proximité. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je vois pas en quoi ça gêne d'avoir une caméra qui te dit attention, t'as un obstacle derrière. Je dis pas que ça gêne. J'ai pas dit que c'est gênant. J'ai pas dit que c'est gênant. Mais le jour où toute cette technologie défaille, tu fais quoi ? Non, mais là on parle pas de ça, on parle de plaisir de conduire. Donc même si ça défaille, tu es censé reprendre le dessus sur ton véhicule. Toi qui aimes les supercars, par exemple, est-ce que tu serais pas frustré si jamais tu pouvais pas les utiliser correctement ? Ouais, mais tu parles encore comme un sportif. Mais alors les hypercars c'est encore différent parce qu'elles sont bourrées d'électronique et de codage. Donc il y a même des fois pour démarrer un véhicule, une hypercar, ça ne se démarre même pas comme un véhicule classique standard. Donc déjà rien que ça, il faut avoir la maîtrise, on va dire un peu la notice d'utilisation de comment ça fonctionne. Mais vous trouverez très peu d'hypercars avec aucune aide à la conduite. Enfin, elles sont suroptionnées. Et c'est tout l'intérêt aussi parce que les constructeurs souhaitent avant tout... Les personnes qui achètent ces hypercars, il y a très peu de pilotes de haut niveau. On les voit que dans les F1, ce sont les écuries qui leur passent des F40 et autres, enfin des dingueries. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, c'est des personnes d'un pilotage lambda, tels vous et moi, qui sont juste très fortunés et qui veulent juste se faire plaisir avec un véhicule. Non, on n'est pas fortunés, nous. Ben non, nous ne sommes pas fortunés. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Et donc je pense quand même que quand on a un très bon véhicule en main, les aides à la conduite permettent de donner du plaisir car elles permettent une meilleure utilisation et d'exploiter le plein potentiel du véhicule. Quand par exemple un véhicule vous dit, je schématise, passez la 4e ou passez la 5e, si vous n'êtes pas dans un mode économique mais même un mode sportif, donc dans le côté on va dire plaisir,
l'ordinateur va calculer la bonne adéquation pour avoir du plaisir et pour avoir une conduite sportive. Il va vous dire là à tel moment il faut passer, il faut rétrograder, il faut faire ci. Oui. Donc est-ce que ça pourrait pas permettre d'utiliser le plein potentiel du véhicule? C'est ta décision qui fait que tu vas faire un bon tour chronométré, comme tu dis là, ou pas. C'est seulement ta décision. Non mais là je parle pas sur un circuit, je parle sur l'utilisation de tous les jours. On ne peut pas. J'ai un argument pour toi, Eric. Est-ce que le launch control c'est du plaisir? Non. Ah. Non. Ah ouais. Par exemple, l'aide qui remet le véhicule dans la voie, le dépassement de ligne blanche, ça c'est un scandale. Moi, limite, ça me fait perdre le contrôle de ma voiture. Quand ça mord et que d'un coup, il y a le volant qui se rigidifie et qui nous rabat dans l'axe, j'ai envie de dire, ça m'agace. Tu sais, le rêve de tout pilote sur un circuit, que ce soit en voiture ou en moto, c'est le tour parfait. Comme dans la série Senna dont on a parlé, c'est le tour parfait. Il en parle plusieurs fois, donc ça m'a marqué et c'est ce que tu veux faire sur un circuit. Et moi, ça m'est arrivé au circuit du Vigan où j'ai dit, pas un tour, mais 2 virages parfaits. Mais c'est moi qui les ai faits. Et là, tu atteins un niveau de plaisir très intense parce que c'est toi qui as fait toutes les décisions et qui ont fait que tout était parfait. Il n'y a rien d'autre que ta conduite qui a fait que c'était parfait ou non. Alors, je dois quand même avouer que je comprends le positionnement de Jimmy particulièrement parce que toi, Eric, t'es trop ciblé sport auto. Voilà, sport. Mais en tout cas, pour un usage quotidien, vous savez, si je fais l'analogie avec, imaginons, le domaine du jeu, quelquefois, on n'a pas envie d'avoir des aides. On a cette envie d'aller rechercher et de pouvoir trouver par soi-même véritablement, c'est ça le vrai plaisir. Et donc je me dis que si je fais l'analogie avec le domaine automobile, tu me diras, j'essaye de ne pas après déflorer ta pensée, mais en tout cas ce serait ne pas être aidé et de toi-même pouvoir ressentir les sensations, toi-même c'est être ce qui capable. Eric, au final. C'est ça. Mais après, là, si on parle d'une utilisation lambda quotidienne, les aides à la conduite ont quand même un confort de conduite. Moi, je suis désolée, mais quand je me gare, qu'on me dit attention, il y a quelque chose à droite, il y a quelque chose à gauche, le démarrage en côte, je suis fatiguée, je rentre du boulot, je prends un bouchon, j'ai la boîte auto, j'ai le start and stop pour éviter que ça consomme, j'ai le voyant qui s'allume pour me dire que la pression des pneus est trop basse, j'ai le voyant qui me dit que attention, je suis trop proche du véhicule de devant. Ni bout à bout, ça peut quand même soulager et agrémenter la conduite. C'est sûr. Après, peut-être que nous sommes tous différents, ma foi. Mais pas créer du plaisir. Par exemple, là, on parle pas de ça parce que c'est quelque chose qui est acté. Mais et j'ai perdu mon mot. Le volant. Le volant. La direction du volant. Ouais. Ça fait quelques années que tous les vents ont une direction assistée. Voilà, direction assistée. C'est parce que bien évidemment, je commence à être fatiguée. Là, je parle de la direction assistée. Conduisez un véhicule sans direction assistée, vous allez voir l'agrément de conduite. Pour avoir testé. Ça reste quand même une aide à la conduite. Parce que vous pouvez conduire le véhicule sans direction assistée. Elle utilise le mot inconsciemment, mais elle dit l'agrément de conduite. Elle ne prend pas le mot plaisir pour exemple là. Moi, c'est un plaisir de conduire avec un véhicule qui a une direction assistée. Quand même. Par exemple, si tu fais du karting, je fais pas de karting, mais si j'en ai fait, mais comme tout le monde. Mais quand tu fais du karting, il n'y a pas de direction assistée. Oui, est-ce que tu prends pas du plaisir? Non, est-ce que la route, finalement, la vraie question, c'est est-ce que sur la route, on peut prendre du plaisir avec les limitations de vitesse, avec les embouteillages, etc. Ou est-ce que c'est juste des agréments et du confort de conduite? Moi, je suis désolée, quand je parle sans embouteillage, si je fais ma maison environ Schellcher, les Salines le dimanche, quand la route est dégagée, qu'il n'y a pas de bouchon, même en respectant la limitation de vitesse, la route est belle quand on sort après de toute cette succession de ronds-points. C'est agréable. Tu passes la marina, la baie du Marin, etc. Tu passes devant le. Avec toi. C'est hyper agréable. Tu ne roules pas vite. Et quand tu as un véhicule avec des bonnes suspensions, avec une direction assistée, climatisée, avec une bonne insonorisation, les vitres teintées, je suis désolée, mais c'est agréable. Tu t'endors.
Je vous charrie un petit peu avec le circuit. Parce que aujourd'hui, là, j'ai fait une randonnée moto avec 2 personnes. Et on a des motos qui font 47 chevaux, donc qui ne sont pas très puissantes. Hein. Et on a pris toutes les petites routes de Martinique et on a pris énormément de plaisir. Donc, ce n'est pas forcément les performances qui vont faire le plaisir. Donc c'est là où... Et là, on est sur la route. Donc c'est le plaisir d'avoir le nez au vent, de respirer les odeurs, de voir les paysages. Mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas le plaisir de la conduite pure et de l'esprit sportif de la voiture ou de la moto. Mais justement, en parlant un petit peu de qualité de véhicule et d'aide, si on parle de turbo, qu'est-ce que ça vous inspire, le mot turbo sur une voiture ? Jimmy? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Je sais pas, je pense que je vais te répondre. Turbo pour moi égale puissance. Point. Ouais. Donc, non, c'est pas vrai, c'est réducteur. Oui, c'est réducteur. Donc plaisir. Parce que beaucoup de véhicules ont des turbos, ils ne sont pas réducteur. Forcément. Alors, est-ce que tu as l'habitude, toi, chez Speedy, de bosser avec des turbos reconditionnés? Non. Par contre, si je peux me permettre, il y a quelques temps, dans une émission, j'avais reçu un professionnel local qui était spécialisé dans le reconditionnement des turbocompresseurs de véhicules. Voilà. Mais par contre, vous, en atelier professionnel, vous êtes autorisé ou pas à réutiliser des turbos reconditionnés, ou vous avez comme directive de n'utiliser que des pièces neuves? Alors, on peut réutiliser des turbos reconditionnés. Il faut savoir que pour tous les propriétaires qui souhaitent réparer leur véhicule, ils ont le choix entre pièces neuves ou pièces reconditionnées. Ça, c'est proposé par les assurances, si je ne me trompe pas. Maintenant, chez Speedy, oui, si le turbo reconditionné l'a été par un professionnel avec une garantie derrière et qui certifie que celui-ci est conforme au véhicule, on est en mesure de le remonter, oui. Est-ce que vous connaissez les avantages d'un turbo justement reconditionné? Alors, il y en a 5. Alors, bien évidemment, il y a le côté économique. Le premier avantage des turbos reconditionnés est qu'il est, forcément, c'est qu'ils sont très économiques. D'abord, ils sont beaucoup moins chers que les turbos neufs. Et en échange, standard peut coûter jusqu'à 50% de moins que le turbo neuf. Donc, les turbos reconditionnés consomment également moins de carburant. C'est de par le reconditionnage, il est prouvé que les turbos reconditionnés consomment moins de carburant. Il y a le côté écologique. En choisissant une pièce en échange standard, vous faites un geste en faveur de l'environnement. Donc on sait qu'on est toujours dans cette démarche de mettre aussi en avant des petits tips pour aller vers la transition énergétique et écologique dans tous les domaines. Et effectivement, l'usinage et la manutention d'une pièce en échange standard restent très faibles par rapport à une même pièce qui est neuve. Cette dernière est en effet déjà passée par différentes phases comme l'extraction et la transformation des matières premières, la valorisation des métaux et la construction des pièces. Il y a également le côté fonctionnel, donc il est important de noter que les turbos reconditionnés offrent la même qualité que les turbos neufs, sinon bien évidemment on ne le mettrait pas sur le marché. La seule différence c'est que les turbos reconditionnés sont généralement démontés et nettoyés et que toutes les pièces mobiles sont remplacées par des pièces neuves. Les autres pièces comme le carter du compresseur ne nécessitent pas de remplacement majeur car elles sont pour la plupart invulnérables à l'usure normale. Ainsi, les turbos reconditionnés ont un aspect visuel assez semblable à celui des turbos neufs. Il y a une large disponibilité, forcément, il y a une large gamme de turbos qui est disponible en échange standard. Vous pouvez également faire la commande de votre turbo en France. Vous pouvez également retrouver le lien qui sera disponible sur gtmac.fr, on vous le mettra en lien, et dans des boutiques et magasins ou sur des sites e-commerce spécialisés dans le domaine. Donc Jimmy nous en a parlé aussi, il avait donc c'était, alors si tu me permets, c'était le professionnel Barracuda Racing qui se trouve à Rivière-Salée, Monsieur Bois, Dimitri de son prénom, où effectivement on avait brossé un petit peu le tableau de toute sa palette possible de reconditionnement possible sur les véhicules. Et bien voilà, donc c'est une très bonne adresse à retenir si vous voulez justement vous lancer un petit peu dans le côté plus écologique et plus éthique de la surconsommation de notre planète. Les turbos reconditionnés ont une garantie pouvant aller de 12 à 24 mois et se base aussi sur un certain nombre de kilomètres qui sera annoncé justement par la garantie en question.
Et bien ensuite, vous pouvez toujours poser des questions sur comment le turbo est reconditionné. Donc il y a le démontage, il y a le remplacement des pièces et il y a l'essai final. Forcément, une fois le remontage, il y a une vérification au niveau du fonctionnement du véhicule pour être sûr que tout est en bonne et due forme. Tout ça, c'est légal. Il y a une autorisation qui est mise en place, une garantie et vous pouvez le faire les yeux fermés. Mais après, je pense que c'est une méconnaissance du marché. Hein. La plupart des véhicules actuels sont pour la plupart tous équipés d'un turbo. Ça, c'est la grande méthode du downsizing. Ça, c'est le terme utilisé. Mais c'est vrai que lorsque les propriétaires ont des réparations à faire sur le turbocompresseur de leur véhicule, ils optent à plus de 80% vers un achat neuf. Ouais. Alors que tu l'as dit, c'est beaucoup plus cher. Alors qu'il y a des professionnels, enfin un en tout cas dont on avait parlé, qu'on avait reçu dans l'émission, qui sont capables de le reconditionner à neuf avec les mêmes garanties, le même fonctionnement optimal par la suite. Donc c'est une voie pour certains propriétaires qui ont des soucis de turbocompresseur avec leur véhicule, c'est une voie à explorer, le reconditionnement. Exact. Eh bien, si vous me le permettez, on se retrouve après un petit écran publicitaire pour justement réattaquer avec une question qui fâche. Allez, je vous dis à tout de suite. Merci. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Merci d'applaudir bien fort nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Merci à nos partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmac.fr. Alors, avant de poursuivre la suite de nos thématiques, ce sera Yona qui reprendra la main sur les exactions d'octobre dernier sur le secteur automobile. Oula, gros sujet ça. Oui, gros sujet. Gros sujet. Chaud. D'ailleurs, si vous voulez, on peut commencer par ça. Ah ouais. Yona, est-ce que tu es chaude pour ouvrir cette chronique ? Et nous finirons pour cette partie-là avec une petite question qui fâche. Ah ouais, c'est très important ça. Oui, voilà. Je pense que l'enchaînement des deux sera assez sympathique. Allez, Yona, on te laisse nous parler justement de ce dramatique incident qu'il y a eu chez nous sur notre île. Et en fait, quelles en sont les conséquences ? Écoute, en préambule, vous parliez de chaleur. J'ai envie de dire que c'est effectivement le cas. C'est vraiment quelque chose de très piquant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aller en novembre dernier, la Martinique a été bouleversée ou encore réveillée. Yona, recentre-toi. Voilà, par une crise sociale sans précédent. En fait, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Martinique a traversé une vague d'exactions qui a impacté sévèrement sur son économie locale et plus particulièrement le secteur automobile. Donc effectivement, entre les actes de vandalisme, il y a eu des pillages de concessions, des blocages routiers. L'industrie automobile de l'île se retrouve aujourd'hui dans une situation critique. Et donc, professionnels et particuliers font face à une détérioration rapide du climat économique et sécuritaire. Donc, on remet un petit peu le contexte. Plusieurs concessionnaires automobiles ont été ciblés par certains groupes organisés qui ont profité en fait des troubles sociaux pour s'attaquer aux infrastructures. Donc effectivement, écoutez, vitrines explosées, bureaux dévastés et surtout des véhicules vandalisés ou volés. Et donc le constat aujourd'hui est véritablement accablant. Selon les premières estimations, donc les pertes financières du secteur automobile en Martinique s'élèvent à peu près à 15 millions d'euros
englobant à la fois les véhicules détruits, le manque à gagner des ventes annulées et les coûts liés à la réparation des infrastructures endommagées. On estime en fait que plus de 500 véhicules ont été vandalisés ou volés, ce qui correspondrait environ à 200 véhicules en concession et 300 appartenant à des particuliers. Donc on est aujourd'hui, 4 mois après ces événements, sur un secteur automobile martiniquais qui peine encore à se relever. Les commandes restent faibles, avec une baisse continue des ventes de 40% par rapport à la même période l'année précédente. Et ça, ce sont des données qui sont issues de l'Observatoire économique de la Martinique. Donc les concessionnaires, en fin de compte, peinent à reconstituer leur stock. Les approvisionnements sont encore perturbés par des tensions logistiques et des blocages administratifs. J'ai envie de vous dire que les particuliers n'ont pas été épargnés, puisqu'on sait très bien que de nombreux véhicules qui étaient stationnés en ville, je l'ai dit au préalable, ont été vandalisés. Et puis, écoutez, certains automobilistes, on va y arriver, ont été contraints d'abandonner leur voiture aussi. Les garages étaient débordés par des réparations urgentes et aujourd'hui, certains peinent encore à fournir des pièces en raison des difficultés d'approvisionnement. Alors, le schéma brossé est un peu sombre, mais en tout cas, face à l'ampleur des pertes, l'État a annoncé un plan d'aide exceptionnel pour soutenir les concessionnaires et les acteurs du marché automobile en Martinique. Une enveloppe de 10 millions d'euros a été débloquée afin d'aider à la reconstruction des concessions endommagées et de compenser en partie en tout cas les pertes subies par les entreprises du secteur. Il y a aussi des exonérations fiscales temporaires et des facilités de crédit qui ont été mises en place pour permettre aux concessionnaires et aux garages de relancer leur activité. Mais n'empêche, les professionnels de l'automobile constatent toujours les conséquences et appellent en tout cas à des mesures de protection beaucoup plus poussées et des aides financières beaucoup plus colossales pour compenser les éventuelles pertes. Je ne voudrais pas être trop polémique dans ça, mais a priori les aides pour les personnes qui ont été touchées, ce qui est triste, effectivement, ça a été plus rapide en fait que ce qu'ils avaient promis un peu pour changer un petit peu le coût de la vie en Martinique quand même. C'est bien pour ça que je dis bien que, allez, je me recentre, je reste vraiment sur notre secteur automobile, mais c'est sûr qu'il reste encore de gros efforts à faire. C'est vrai qu'on est sur un fond en toile, en tout cas, de crise sociale majeure. Mais bon, écoute, en tout cas, certains acteurs du secteur espèrent une reprise, en tout cas rapide, des approvisionnements. Donc on l'espère aussi, en tout cas, à savoir que l'automobile, c'est quand même un pilier essentiel de la mobilité et de l'économie locale en Martinique. Il n'y a qu'à voir le volume de véhicules sur les routes. Et ce serait vraiment délicat pour la Martinique de voir s'effondrer, en tout cas, cette économie vraiment qui est tout de même porteuse pour la population insulaire. Voilà. Après, on peut aussi préciser qu'il y a quand même des concessions qui ont fait d'excellents chiffres l'année dernière. Maintenant, les conséquences seront à mesurer dans le temps. Oui, comme le petit magasin de mobilité électrique qui était à Ducos qui a fermé, par exemple. Les conséquences, c'est très direct. Oui, c'est pas le seul, bien sûr. Donc il y a des gens qui ont perdu leur emploi et tout ça quand même. Donc je pense que c'est un vaste problème en fait. Je pense qu'il faudrait quand même choyer un petit peu et chérir notre économie qui déjà n'est pas évidente de par le fait qu'on est insulaire. Donc déjà c'est une caractéristique et une problématique. Une complexité que l'on a en plus comparée à l'Hexagone justement, le fait qu'on soit une capsule et qu'on soit insulaire, forcément on est beaucoup plus limité sur certains moyens et si en plus on se tire les uns dans les autres pour exprimer ses dires au détriment d'autrui, c'est compliqué. Alors bien évidemment on ne va pas rentrer dans le débat politique parce que ce n'est pas le but. Mais forcément, quand on voit la pharmacie du Carbet qui prend feu, l'intérêt est 2.0, je ne sais pas. Après, en parlant de la baisse des ventes, est-ce que finalement, ça ne serait pas un bien pour la Martinique ? Je ne parle pas économiquement, je parle du côté écologique, où on va vendre moins de voitures,
non. Où on va peut-être rouler moins. Non, non, parce que les véhicules sont commandés. Les véhicules sont déjà commandés, c'est juste des véhicules payés, quand ils arrivent, ils sont brûlés. En fait, les véhicules sont déjà payés. Voilà. Les véhicules sont déjà payés. Les véhicules sont déjà, ou s'ils ne sont pas payés, ils sont déjà payés par le concessionnaire. Enfin, je veux dire, là, on parle de B2B, on parle pas de B2C. En fait, le client final, c'est pas lui qui va être à l'origine de la surconsommation de véhicules. Au final, c'est le concessionnaire qui a prévu certains chiffres. Et dans tous les cas, les véhicules ont été produits, les véhicules sont sur le parc, et c'est juste une question de rentabilité si le client ne transforme pas son achat. Mais le véhicule en lui-même, il est déjà produit, il est déjà sur le territoire, il est déjà, entre guillemets, consommable. Donc, c'est trop tard. C'est déjà trop tard, en fait, en termes d'écologie. Et au final, tous les véhicules brûlés vont devoir être remplacés. Puis comme c'est des véhicules neufs, de toute façon, normalement, ils polluent moins que des véhicules qui datent de quelques années. Oui, mais dans tous les cas, les véhicules même de citoyens qui ont été brûlés pendant ces émeutes doivent être remplacés. Donc au final, on parle est-ce que les assurances ont pris le relais de ça aussi? Parce que la personne qui a acquéri son véhicule neuf il y a 2 ans et qui s'est vu, qui a vu son véhicule partir en fumée, il va racheter un véhicule. Ah oui, c'est certain. Et donc au final, c'est une surconsommation. Alors tout de même, je pense que, en tout cas, c'est important pour moi de repréciser que, effectivement, difficultés sociales, ne pas mélanger non plus le mouvement contre la vie chère, les demandes légitimes de la population martiniquaise. On parle du fond et de la forme. Oui, le fond est légitime et noble, la forme est complètement indiscutable d'un point de vue éthique. Pour moi, ce qui est important en tout cas de souligner, c'est surtout le fait que d'autres personnes extérieures aient pu agir et pu effectivement, comme tu le disais, impacter sur le bien d'autrui quand on parle de particuliers et puis bien sûr à plus grande échelle au niveau des concessionnaires. Voilà. Alors, qui m'a volé ma boîte à questions ? La question qui en tout cas, c'est quand même un sujet brûlant encore. Ah, c'est un sujet sensible encore aujourd'hui. Et je pense qu'il va réapparaître peut-être après Carnaval. Peut-être on va avoir des résurgences de ce sujet-là. Ou des solutions, ce serait bien. Des solutions, je l'espère. Oui. Eric, est-ce que tu me feras l'honneur et le plaisir de tirer une petite question qui fâche ? Parce que c'est vrai que je ne t'ai pas trop sollicité pour ça. Non, moi j'ai jamais droit. Allez, j'ai le bras trop court, c'est pour ça. Calimero. Allez, tiens, pioche. C'est quoi cette voix autoritaire là ? Il vaut mieux consommer français que voiture moins chère étrangère. Oh là 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 là. Aïe, c'est une question qui fâche ou pas ? Ah, ça va être une question qui va fâcher, c'est sûr. Allez, Nicolas, je te laisse la parole. Franchement, sur le principe, j'ai envie de te dire oui, mais je me heurte à la réalité. On a eu un problème très important, comme vous le savez, concernant les moteurs 1,2 litre PureTech. Oui, qui est une marque française. Un moteur PSA, etc. Donc, ça m'embête de le dire, mais bon, c'est pas un exemple de fiabilité. Voilà. Oui, il n'y a pas que cette marque sur le marché français. Dans toutes les marques, presque. Donc, si à la limite, il y a un souci avec une marque, on peut se dire je boycotte entre guillemets cette marque, mais je peux me rapporter sur d'autres marques. Ce que j'allais dire, ou sur d'autres modèles de la gamme qui ne possèdent pas ce. Tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les marques françaises pâtissent de cette image, manque de fiabilité, etc., contrairement à des marques japonaises ou autres. Voilà. Exactement. Yona. Alors, mon propos sera nuancé. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, consommons local, mais soyons chauvins. Soyons chauvins et consommons français. Mais c'est vrai que au niveau des marques étrangères, bien souvent, on va peut-être trouver des véhicules qui ont bon rapport qualité-prix. On sait que les sous, sont le nerf de la guerre. Hein. La bourse est encore au cœur des motivations, malheureusement. Donc, si après, effectivement, au niveau du marché français, on ne met pas en place des véhicules avec une belle compétitivité, forcément, on sera amené peut-être à se tourner vers des véhicules étrangers. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'on est tout de même un petit peu, peut-être qu'on chouille hypocrite, parce que c'est vrai qu'en termes d'électroménager,
télé ou autre, etc., on n'a aucun mal à aller vers les marques étrangères. Wow. Mais c'est sûr que si on continue à consommer comme ça, à un certain moment, le marché français, au fur et à mesure, va s'étioler. On peut même cibler sur les voitures électriques, peut-être un peu. Sur l'électrique, là, on est à la traîne. Totalement. Là où on est un petit peu à la traîne, quand même. Quoique, peut-être Dacia va sortir une voiture électrique à marque rachetée, rappelons-le. Pas très cher, peut-être, dans quelques temps. Et quand même, les constructeurs français font des efforts sur le prix de vente des futures voitures électriques qui devraient sortir sur le marché pour essayer de concurrencer justement ces pays étrangers. Après, c'est sûr qu'au moins, en termes d'SAV, ça semble beaucoup plus sécurisant d'aller vers une marque française. Ça dépend. Là encore, certains écoutez, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut pas oublier, non. Je me rappelle d'un reportage que j'avais vu sur un grand JT local français, une chaîne que je ne vais pas nommer, mais qu'on suppose tous, qui avait dit que les nouveaux automobilistes, enfin que les nouveaux acheteurs, se tournaient de plus en plus vers les marques japonaises, coréennes, quand il parlait par exemple des véhicules hybrides ou tout électriques, parce que ceux-ci étaient parfois mieux finis, mieux équipés, moins chers. On a de très bonnes marques françaises qui essayent de suivre le mouvement, mais effectivement, Nico a dit que parfois elles pâtissent de certains défauts de fiabilité que n'ont pas, pour le moment, peut-être parce qu'on n'a pas assez de recul sur ça, certaines marques asiatiques. Mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, les marques asiatiques, on les voit de plus en plus souvent sur les salons internationaux automobiles. Elles rentrent en force en Europe. Elles proposent des modèles qui sont réellement compétitifs. Elles sont dans le game, voilà. Oui, par rapport aux modèles français et même européens. Donc à l'heure actuelle, français, oui, mais jusqu'à quel point ? Peut-être que ça va nous pousser justement à nous challenger 2 fois plus et à mettre en place enfin... mais encore une fois, comme Nicolas l'a dit, on est assez en retard, hein. On est un peu à la traîne. Hein. Déjà pour la moto, le problème est réglé, il n'y a pas de constructeur de moto française. Non, effectivement, il n'y en a plus. En fait, si, il y en a une seule, mais à Toulouse. Mais c'est quand même assez compliqué de se dire que le prix influence aussi beaucoup et que même si on le souhaitait, la France ne serait pas en capacité aujourd'hui de nous fournir, de répondre à notre demande sur tous les segments de marché. Le prix inévitablement. Alors, le prix joue, et même quand au niveau de la France on fait de l'effort au niveau des tarifs, moi je pense SAV. Parce que le véhicule il est garanti un temps, mais quand il vieillit, derrière c'est toi qui payes les réparations, etc. Oui. Donc, est-ce que finalement c'est rentable ? En fait, est-ce que c'est possible d'acheter vraiment français finalement ? Oui, c'est possible, mais est-ce que c'est le plus intéressant pour nous consommateurs, sachant qu'on risque d'avoir plus de problèmes sur le long terme avec ces véhicules qui sont parfois un peu moins fiables. Et est-ce qu'à très long terme, on ne sera pas encore plus embêté ? Parce que si on consomme étranger, au bout d'un moment, on voit bien que nos constructeurs ont des difficultés. Est-ce qu'ils ne vont pas sombrer finalement et qu'on n'aura plus le choix à terme ? On n'aura plus de véhicules produits en France si nos marques emblématiques françaises disparaissent. Alors, à très long terme. Je peux juste rebondir ? Oui. Alors, parce qu'effectivement, tu as lancé un sujet, parce qu'il y a beaucoup de marques étrangères qui produisent aussi en France. Alors, est-ce que ce sont des véhicules français ? Par exemple ? Non, moi je parle d'une marque française qui a son siège social en France. Je parle de Peugeot, je parle de Renault, je parle d'une marque française. On va pas parler des pièces détachées et des pièces... ou alors des succursales, des Chinois qui vont s'implanter, ou d'autres marques, je parle des Chinois, mais d'autres marques qui vont mettre une micro-usine sur place pour décupler sa force de frappe et sa puissance et réduire les coûts de transport, parce que forcément si vous avez une usine qui est présente en Europe, ça réduira les frais que si elle se situe... C'est ce qu'ont eu l'intelligence de faire en premier Toyota en France, pour ne pas le nommer. Non, je parle d'une marque française. Qui se vendent très bien d'ailleurs, qui ont des voitures qui se vendent très bien. Non, les marques françaises, après, c'est vrai qu'on est quand même sur un rapport de force qui est inégalé. Je veux dire, à ce niveau-là, aujourd'hui, quand on prend une marque comme MG ou BYD,
C'est compliqué aujourd'hui de se dire je vais rouler en Renault Zoé qui va me coûter 25 ou 30 000. Alors qu'à 25 ou 30 000, on a déjà un petit SUV dans certaines marques. Donc, en fait, les capacités de production ne sont pas les mêmes. En plus, on ne voit pas combien d'unités sont produites en Chine, pour ne pas la nommer, ou en Inde. Et en France, c'est un tout petit marché, en vérité, par rapport au marché mondial. En tout cas, par rapport à la marque MG dont tu faisais allusion, c'est vrai que sur le même segment, c'est-à-dire, on va dire la Dacia Duster, on expliquait que le SUV hybride de la marque MG semble beaucoup plus fini. En tout cas, dans les finitions et puis même en termes rapport qualité-prix surtout, dépasserait en tout cas la Dacia Duster. Donc là encore... La frontière est mince en fait. C'est surtout ça. Mais c'est le choix du cœur ou le choix du capital. Piquante. À mon avis, je pense quand même que le côté de la bourse, mettre la main à la bourse, ça, c'est le côté financier primera très souvent. Plus que le côté chauvin et le côté je roule en Peugeot, je roule en Renault, sachant aussi qu'il y a quand même un positionnement de marque et une identité de marque qui joue énormément. Et malheureusement aujourd'hui, je parle pour la globalité, je ne cible pas une marque en particulier et je ne cible pas d'anciens modèles, mais les marques françaises ne sont pas reconnues pour être sur un segment premium, voire haut de gamme. Donc déjà, partant du principe où une grande majorité de la population rêve de certains véhicules, rêve de raffinement, de finesse, d'esthétisme, les marques françaises déjà ne rentrent pas dans ce lot-là. Même si on a quand même vu certaines marques françaises qui ont fait des efforts considérable sur la qualité de leur véhicule, ça ce n'est pas à esthétique. Mais elles ne sont pas considérées comme des marques premium. Après, donc, est-ce qu'on peut pas, effectivement, si vraiment on part juste dans un constat, j'ai pas de chiffres, mais j'ai quand même l'impression qu'en Allemagne on achète plus allemand, qu'en France on achète peut-être plus français. Donc... Mais on n'a qu'à regarder les chiffres parlent de même aussi. En Martinique, les marques qui sont au top des ventes, c'est Peugeot, Renault. C'est Dacia, c'est Peugeot. Exactement. Oh, après, il y a la distribution aussi. Sur la Martinique, c'est petit. Il n'y a peut-être pas toutes les marques qui sont représentées en Martinique. Non, on a quand même au moins entre 60 et 80% des marques, on va dire, des gros acteurs du marché qui sont présents en Martinique. On a toutes les marques allemandes, on a quand même des marques premium aussi, des marques de luxe aussi qui sont présentes, certaines marques de luxe. On a quand même un grand panel de marques qui sont dans la juridiction martiniquaise. Et honnêtement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après, il y a des flottes aussi, comme je dis, de B2B. Et ça, bien évidemment, la politique se fait en général sur des marques françaises. Alors, si vous êtes d'accord, on va se quitter pour quelques minutes. Et oui, on va se quitter pour quelques minutes et nous reprendrons la suite de cette émission avec Jimmy Thomer qui nous parlera, de Distovec un petit peu. Et bon, voilà. On va voir ce que c'est. On va parler de brièvement, on verra ce que c'est. Voilà, comment acheter son véhicule d'occasion. Exact. Allez, je vous dis à de suite et on se retrouve ensemble. De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve toute la bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Merci d'applaudir bien évidemment nos chroniqueuses et nos chroniqueurs.
Et également merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr. Allez, on va continuer cette émission et on va clôturer cette émission, cette dernière partie d'émission avec Jimmy, Eric et Nicolas qui vont nous parler de thématiques assez intéressantes. Et nous commençons par Jimmy qui va nous parler des astuces pour acquérir son véhicule en vérifiant correctement son historique. On t'écoute. Alors, pour correctement, enfin en tout cas acheter avec plus de sécurité son véhicule d'occasion, puisque actuellement le marché de l'occasion connaît un vrai boom, il y a un vrai recul de l'achat des véhicules neufs. Pour acheter correctement son véhicule d'occasion, rien ne vaut le carnet d'entretien de celui-ci. Alors, dans une vente de particulier, d'un concessionnaire à particulier, le carnet d'entretien est fourni, ce qui va vous permettre d'avoir un suivi justement de l'entretien de celui-ci depuis son achat jusqu'au jour de la vente. Vérifiez bien que le carnet d'entretien soit tamponné, à jour, que les prestations aient été effectuées en temps et en heure suivant le kilométrage préconisé. Si c'est une vente de particulier à particulier, là encore, le carnet d'entretien reste de rigueur. Maintenant, dans le cas où le véhicule a un certain âge et que les différents entretiens n'aient pas été faits dans le réseau constructeur, mais par le particulier lui-même ou par un garagiste autre, il est bien de pouvoir demander les factures de celle-ci. Les factures du véhicule qui vont vous permettre là aussi de suivre à quel moment et durant combien de temps l'entretien a été fait sur celui-ci, s'il a été rigoureux ou pas. Maintenant, il y a une dernière petite astuce qui est le site du gouvernement qui s'appelle Histovec. À partir de celui-ci, vous pouvez retracer toute la vie du véhicule, ses différents passages en concession pour les différentes révisions, à quel kilométrage, la date également, les dates de passage de contrôle technique. C'est un site qui est très utile parce qu'il peut permettre parfois de mettre à jour certaines usurpations, comme par exemple un kilométrage falsifié. On retrouve encore trop malheureusement des véhicules qui sont vendus de particulier à particulier et même par certaines entreprises aux particuliers avec des kilométrages qui ont été faussés. Bien sûr. J'ai moi-même failli en faire les frais quand je suis arrivée en Martinique, où je me suis rendu compte que le coffre avait été repeint car l'écusson n'était plus présent et la peinture n'était pas exactement la même que sur le reste de la carrosserie. Et quand j'ai demandé quelle était la raison, c'était c'était le soleil a abîmé la carrosserie, ça a été repeint. Alors juste le coffre, bon, c'est un petit peu particulier. Et malheureusement, je n'avais pas accès à l'Histovec parce que la carte propriétaire, c'était une carte professionnelle. Et on n'arrivait pas à retracer sur l'Histovec le nom du propriétaire ou l'identification, ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à avoir accès à l'Histovec. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais impossible, c'est pas possible, je n'achèterai pas ce véhicule. Voilà. Donc il faut quand même faire attention et se poser les bonnes questions. Il faut être très vigilant, effectivement. Alors pour pouvoir, le site Histovec est très bien fait, très complet, avec toutes les informations nécessaires pour le véhicule. Par contre, lorsque vous faites votre recherche sur ce site, il est au préalable utile d'avoir avec vous la photo recto verso de la carte grise du véhicule. Okay. Parce qu'il y a un code de formulaire qui vous est demandé, qui est marqué sur la carte grise, qui vous permettra d'accéder justement à l'historique de celui-ci et savoir s'il a été entretenu, bien entretenu et depuis combien de temps. Donc le site, c'est un site de l'État, donc du coup c'est le site de l'État qui est totalement gratuit, Histovec. Oui, d'ailleurs c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui biaisent un petit peu ce moyen-là et qui demandent qui vous demandent de remplir. On dit on a trouvé l'Histovec de votre véhicule, pour les récupérer vous devez payer 25, 35, 45 € alors que c'est totalement gratuit et accessible. Un peu comme un NTS, donc en fait. Exactement. Tout à fait. Donc c'est bien gratuit, donc il ne faut pas aller sur les sites qui sont payants. Non, exactement. Eh bien justement, merci beaucoup Jimmy pour cette intervention très utile. Et nous allons passer la parole à Eric qui délaisse la moto ce soir pour nous parler de manière transparente sur le choix entre vélo et voiture électrique. Donc déjà, est-ce que toi t'en choisis un ? Je ne sais pas. Choisis bien, on t'écoute. Mais on t'écoute. Déjà, vu mon lieu d'invitation, c'est un peu compliqué. En fait, c'était surtout... je respire un grand coup avant d'aborder cette rubrique là, qui met en avance l'importance des choix de mobilité sur la santé aussi, sur la santé publique, parce que si
si on a des véhicules, comme on l'a dit tout à l'heure, et tout ça, qui sont polluants ou pas polluants, ça va faire une grande différence sur la santé. Il faut tout d'abord un petit rappel sur les problèmes de santé en Martinique, qui sont un peu spécifiques et un peu différents de la métropole. Donc on a beaucoup d'asthme et d'allergies, donc c'est 2 fois plus élevé qu'en métropole, donc c'est quand même très important. Du diabète, c'est le 2e département français avec la Guadeloupe, avec 10,5% de la population touchée. Oh. Du surpoids, donc 31% de la population martiniquaise. Le diabète aussi, c'est un fléau ici. Oui. Donc 33% de femmes qui sont touchées par l'obésité, 2 fois plus que les hommes. Donc tout un tas de choses qui peuvent faire ça, hein, les activités, le travail, etc. Et puis, voilà. Si vous êtes maçon, vous consommez plus de tout calories. Le périmètre hormonal aussi, hein, ça peut jouer. Donc c'est un tiers de la population qui est limitée dans ses activités et le pourcentage malheureusement est encore plus élevé chez les jeunes. Donc on parlait de la mobilité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc est-ce qu'il faut changer de mode de vie? Est-ce qu'il faut redonner de la mobilité comme nous, on a connu il y a fort longtemps, hein, Jimmy, où on allait à l'école à pied, où donc on ne polluait pas, on respirait bien. Dans les années 20. Et on avait de l'activité physique. Maintenant, tout est un peu en drive. Donc on va dans certains restaurants en drive, on va faire ses courses en drive. Donc, est-ce qu'il ne faut pas changer aussi ce mode de fonctionnement sur la santé? Mais je pense qu'avant tout, c'est des mentalités et une éducation. Voilà, il y a tout un travail à faire pour changer ça. Parce que le diabète et le surpoids, bon, l'asthme, on comprend bien que c'est dû à la pollution et qu'on va faire quelque chose sûrement avec la mobilité qui va passer à l'électrique, que ce soit en vélo ou en voiture. Hein. Mais pour le reste, est-ce que la mobilité en vélo pur, comme toi tu le fais Nico, je sais que tu es un grand sportif. Tout à fait. Donc je vois bien que tu n'es pas en surpoids, que tu es en pleine forme. J'ai pris un coup de poids, j'étais blessé, mais bon, ça va fondre. Marcher à pied de nouveau un petit peu, retourner au basique. Si on marche à pied, ben, on ne va pas polluer. Hein. On fait du vélo comme Nicolas, on ne pollue pas. Donc même sans passer par l'électrique, on a déjà peut-être des moyens de penser différemment pour ne pas polluer nos villes, pour pouvoir circuler librement avec un air sain, sans bruit aussi, comme tu le disais tout à l'heure, hein, pour notre bien-être simplement, moins de circulation, de la circulation un petit peu adaptée et où de nouveau on va bouger un petit peu, quoi, où on va nous bouger. Ça va pas être le véhicule qui va nous porter, mais on va se porter nous. Et peut-être que notre santé, en plus de notre santé sur l'asthme et sur les allergies, va être encore meilleure si on retourne finalement à des moyens tout simples de locomotion, hein, qui ont quasiment disparu finalement, puisqu'on ne les utilise plus du tout. On ne marche plus, on ne fait plus de vélo. Après, la Martinique, ça s'y prête pas. Ne s'y prête pas beaucoup. Je vois Nicolas qui fait des signes de montée et de descente. C'est sûr que quand on est quand même l'île aux 100 bornes. Donc ça porte bien son nom, donc ça serait compliqué. Des mornes partout, c'est compliqué pour faire du vélo. Est-ce que les routes sont adaptées? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? C'est sûr que non. Est-ce qu'on n'a pas oublié ça un petit peu avant directement de passer au tout électrique, ou est-ce qu'on ne peut pas avant modifier notre façon de circuler? Déjà, c'est quand même très compliqué, c'est-à-dire que même dans des grandes agglomérations et des grandes métropoles, c'est compliqué d'organiser ça. C'est compliqué parce on le voit par exemple à Amsterdam ou aux Pays-Bas, où c'est quand même quelque chose qui est très développé, qui est dans les mœurs, les mentalités. Parce qu'ils ont commencé il y a longtemps. À Paris. Oui, parce qu'ils ont commencé il y a aussi très longtemps. La ville s'y prête, ça reste des villes qui sont plus ou moins plates, entre guillemets. En Martinique, mis à part le centre-ville de Fort-de-France, et encore, je parle vraiment du bout du centre-ville de Fort-de-France, en bout de rade au niveau du Malécon, ça grimpe de partout. Donc malheureusement, des personnes âgées qui auraient la capacité de se déplacer en vélo, mais qui n'auraient pas la force physique de grimper, surtout avec cette chaleur que l'on a à l'année, c'est compliqué. D'où peut-être aussi le vélo électrique.
Le vélo électrique qui pourrait nous aider, ou voir des petits véhicules comme vous avez des petits transporteurs qui transportent les touristes avec des espèces de tricycles. Oui, mais là on enlève le côté électrique. Non, mais là on enlève le côté sportif. On enlève le côté sportif. Voilà. Mais on revient quand même à dépolluer, décarboner un petit peu les centres-villes et faciliter. C'est déjà une volonté de la mairie de Fort-de-France. Ne pas créer des emplois aussi pour les personnes âgées, pour celles qui ont du mal à se déplacer, des jeunes ou moins jeunes qui auraient leur travail serait d'amener ces personnes à mobilité un petit peu réduite avec des véhicules électriques dans les centres-villes. Donc on créerait aussi peut-être des emplois. Est-ce qu'on n'a pas une vision un peu voiture de tout ce qu'on pense actuellement? Est-ce qu'il ne faut pas voir un petit peu plus loin, élargir son esprit et penser la mobilité différemment? Franchement, Eric, tu as pris un exemple tout à l'heure qui m'a énormément parlé, celui des drives. Alors, je suis à chaque fois scotché de voir qu'il puisse avoir des embouteillages sur des dizaines de mètres pour accéder au drive, alors qu'il n'y a personne à l'intérieur, au guichet. C'est fou, hein. C'est vrai, incroyable. C'est vrai. Et on en a parlé avant dans une autre émission. Les gens vont partir avec leur sandwich, manger sur la route et boire sur la route et mettre en danger les autres en plus. Donc c'est vraiment... Et c'est un cercle vicieux un petit peu, parce que ces gens-là vont rester dans leur voiture sans se déplacer. Donc ne pas consommer ces fameuses calories de malbouffe plus ou moins qu'ils vont consommer dans leur véhicule. Et ils vont avoir tous ces problèmes physiques engendrés par ça, quoi. Totalement, un cycle... Donc il faudrait revenir peut-être à un cycle plus vertueux de la mobilité. Mais ça c'est un débat sans fin, et dans tous les cas c'est un débat qu'on aborde quand même très régulièrement sur justement sur gtmag.fr. Eh bien justement, je vais passer la parole à Nicolas qui va nous parler, alors pour revenir un petit peu sur une question qui fâche d'il y a quelques minutes, eh bien nous parler de la dépendance de la France sur les constructeurs chinois, notamment côté batterie. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire, Nicolas, à ce niveau-là ? Franchement, cette chronique, j'aurais pu l'appeler le mur de Chine électrique. Voilà, très clairement. Ouais, c'est bon en plus. Parce que là, franchement, on est face à un défi de taille. Il y a une domination chinoise incroyable. Donc clairement, l'électrification des transports est un pilier de la lutte contre le changement climatique, comme vous le savez. Mais écoutez, en Europe, on est dépendant. On est dépendant à la Chine pour les batteries en lithium-ion. Ces batteries essentielles aux véhicules électriques qui sont le cœur d'une bataille industrielle et géopolitique intense. Donc les chiffres sont sans appel. La Chine produit plus de 4,5 fois plus de batteries que l'Europe, avec une capacité de production de 1290 gigawattheure. Donc ça c'est pour 2023, donc contre seulement 281 gigawattheures pour l'Europe. Donc je reprends, 1290 gigawattheures pour la Chine, 281 gigawattheures pour l'Europe. Pire encore, plus de 60% de la production européenne est contrôlée par des entreprises non européennes, principalement chinoises, évidemment, sud-coréennes. Donc on a par exemple KATL ou LG ou Samsung pour celle qui va parler au plus grand nombre. Donc cette domination chinoise s'explique par une stratégie de long terme alliant contrôle des matières premières, investissement massif et incitation à l'implantation d'entreprises étrangères. L'Europe, consciente de sa vulnérabilité, passe à l'offensive. Donc son plan d'action vise à sécuriser l'approvisionnement en matières premières critiques. Donc la liste des métaux et minerais stratégiques a été étendue à 34 et l'Union européenne cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Deuxième point important, stimuler la production locale. Donc des aides financières sont accordées aux fabricants européens de batteries et l'Union européenne investit dans la recherche et l'innovation pour développer des technologies de pointe. L'enjeu est clairement crucial. Il faut réduire la dépendance à la Chine, créer des emplois en Europe et assurer la souveraineté technologique du continent. Donc la route est longue, mais l'Europe est déterminée à reprendre le contrôle de son destin énergétique. Et pour l'instant, si j'ai bien cru comprendre, il y a beaucoup de constructeurs ou de groupes de constructeurs français qui vont s'associer aux constructeurs chinois de batteries pour
implanter ces batteries dans leur véhicule pour baisser le coût des véhicules. Tout à fait, c'est ce qui est prévu par un certain nombre de constructeurs, je ne les ai pas en tête, mais beaucoup ont prévu de faire ça parce que n'étant pas capable de produire dans un premier temps des produits à même valeur et même qualité que ce qui est fait en Chine, malheureusement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, français ou chinois. Ah ben finalement ça sera franco-chinois, voilà. Finalement ça sera franco-chinois. On aura une partie de la voiture qui sera au moins qui viendra d'ailleurs, quoi. Alors, il nous reste 5 petites minutes et je vous propose de tirer une dernière petite question qui fâche pour clôturer cette émission en douceur. Hein. Alors, à qui je la fais tirer? Tu m'as tiré les mots de la bouche et si c'était toi, en fait. Bon. Vous voulez que je la tire? On tient ta tasse. C'est la question qui... Et surtout, je ne triche pas. La question qui fâche. Alors, quelle est la question qui fâche? La question qui fâche. Alors, la question qui fâche, la dernière de la soirée et la dernière de cette émission. Oula! Elle va fâcher celle-là. Alors là, on part sur un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé. Enfin, bien sûr, on l'a déjà abordé plein de fois. Mais ça fait un petit moment qu'on n'en a plus parlé. Alors, un bracelet anti-alcool devrait être obligatoire en soirée pour toutes les personnes dites SAM, avec un contrôle de sortie d'établissement. On va éviter de demander à tous les gens qui mangent là. Hein. Ben, il me semble que ça a partiellement existé. Hein. Ah bon? On contrôle, alors on laisse les clés à la discothèque dans les loges, effectivement, et on rend pas les clés à ceux qui ont des tests, éthylotests positifs. Ah ouais, il me semble avoir déjà entendu là ça, justement la question ouais. c'est devoir le rendre obligatoire pour tout événement organisé. Bien évidemment je ne parle pas pour soirée privée, pour restauration, enfin c'est très compliqué de contrôler tout ça, sachant qu'on a quand même le droit à 1 ou 2 verres de vin ou l'équivalent de 1 ou 2 verres de vin. Oui, donc on peut aller au restaurant et consommer un verre de vin et être en toute légalité. Donc je parle vraiment pour les soirées comme on peut les connaître au Black Diamond, comme on peut les connaître, celles qui vont arriver pour le carnaval, les soirées organisées où on a besoin d'acheter des places, où on se rend sur place. Voilà, moi ce sont ces soirées-là. Qu'est-ce que vous en pensez que ça devienne obligatoire comme une pièce d'identité entre guillemets? Ça a du sens. Oui. Maintenant, qui contrôle et qui est responsable si c'est pas appliqué? Normalement. Non, mais il y aura des employés qui seront dédiés à cette l'organisateur. Dans une soirée, l'organisateur, celui qui distribue l'alcool, est responsable et ne doit pas laisser partir des personnes qui sont en incapacité de. Oui, bien évidemment. Normalement, c'est ça, ouais. Bien évidemment, qui fait ça, voilà. Non, mais justement, là, ça serait de mettre un bracelet en disant à chaque personne qui rentre qui conduit pas, voir comment un système qui pourrait être fiable et toute personne qui reprend justement les véhicules. Parce qu'on peut dire, on met un bracelet, mais qui empêche que le copain aille chercher un verre et le donne. Mais justement, ce bracelet-là permettrait de signaler que c'est la personne qui ne boit pas. Et au moment où elle récupère les clés de son véhicule et qu'elle est sur le pas qu'il y a un voiturier ou un système qui disent bah voilà, vous allez vous faire tester, vous allez souffler. Et si vous êtes positif, vous ne conduisez pas. Moi j'aime bien l'idée, mais le seul souci c'est que on peut inciter mais on peut pas contraindre. C'est ça la limite de l'idée. Donc effectivement, un responsable d'établissement, on ne va pas interdire un automobiliste. Je parle pas pour la Martinique, mais moi j'ai vu l'évolution au fur et à mesure des années en métropole. Aux sorties de discothèques, les gens qui se déclaraient être SAM vraiment ne buvaient pas. Les jeunes maintenant ont pris conscience quand même de ça. Il y a beaucoup moins d'accidents en sortie discothèque. Et malheureusement, on entend encore combien d'accidents sous emprise de l'alcool? Sous l'empire de l'alcool, certes, mais pas les jeunes en sortie discothèque pour le coup. Ça a vraiment évolué et il y a eu vraiment, je sais pas à quel moment ça a changé, mais une prise de conscience comme ça parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup de prises de conscience. Je me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'époque en Corse, il y a une boîte qui était très célèbre qui maintenant a fermé, qui s'appelait la Via Notée. Et en fait, elle était dans le sud de la Corse et il y avait un véhicule qui était réel, qui était des suites d'un accident de la route, suite à un accident lié à l'alcool, qui était complètement fracassé et qui était mis à l'entrée du véhicule avec une pancarte en disant attention, votre vie est entre vos mains, ne partez pas alcoolisé. Et ben ce véhicule-là était limite devenu un objet de photo, de spot photo en disant bah voilà, je suis à la Vianette. Et en fait, les personnes prenaient quand même conscience quand on voit les airbags étaient sortis, c'était vraiment une carcasse qui était mise devant l'établissement et on se dit mais
si je me retrouve là-dedans, je pense quand même, j'ai confiance en la nature humaine quand même, donc je suis peut-être naïf parfois, mais je trouve que ça a beaucoup évolué et que les gens ont pris conscience de ça et qu'il y a quand même de Sam qui ne boit pas. Après, j'espère que tous les Sam t'entendent et que toutes les personnes restent responsables, parce que c'est quand même très important. Bravo les Sam. Moi je suis une Sam éternelle, donc amusez-vous bien mais rentrez bien. Et faites attention aussi donc pour toutes les soirées post-carnaval aussi qui vont arriver. Faites attention sur la route, soyez respectueux les uns des autres. Et en tout cas, merci pour cette émission. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur www.gtmac.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles diffusé sur Maxi Martinique et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique et juste après, le super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, retrouvez l'instant auto présenté chaque matin par Jean-Marc Volched à 7h05 et 8h05. Je vous dis à vendredi prochain, 19h et surtout, bon week-end. Bon week-end. Bye bye.